Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info, nous sommes le mardi 16 septembre. Voici les titres qui seront développés dans quelques instants. La princesse Charlène est allée à la rencontre des jeunes mamans au CHPG. Elle en a profité pour lancer officiellement un atelier de formation aux premiers secours pour nourrissons et jeunes enfants. Le docteur Alain Frère vient de célébrer ses 90 ans. Cet ami de la principauté et conseiller artistique du Festival international du Cirque de Monte-Carlo. Le prince Albert II et la princesse Stéphanie ont fait le déplacement à Tourette-Levens pour célébrer son anniversaire. La 18e conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe s'est déroulée à Chypre. Une délégation du Conseil national y était. Notre invité aujourd'hui, Maurice Cohen, le créateur du Monaco Business, un salon de rencontres et d'échanges entre entrepreneurs qui se tiendra au Sea Club du Méridien Beach Plaza ce jeudi. Retour sur le 54e rendez-vous des adhérents organisé par le Monaco Economic Board. La compagnie des Carabiniers du Prince organise en ce moment son concours annuel pour trouver ses nouvelles recrues. Vous allez pouvoir embarquer dans quelques minutes dans une salle de casino 100% Made in Monaco en montant à bord du Crystal Symphony. Et enfin, l'AS Monaco Basket a lancé sa saison lors de sa traditionnelle conférence de presse de rentrée au Café La Rotonde du Casino de Monte-Carlo. Nous ouvrons donc ce journal avec la visite ce matin de la princesse Charlène à la maternité du centre hospitalier Princesse Grace. Elle est allée à la rencontre de jeunes mamans et leurs nouveau-nés. Elle a pris le temps d'échanger avec les familles. La princesse a également profité de sa présence au CHPG pour lancer officiellement un atelier de formation aux premiers secours pour nourrissons et jeunes enfants. Un projet qu'elle a porté personnellement. Les détails d'Émilie Rousseau et Alex Avial. Prévenir les accidents de la vie courante et connaître les gestes de premier secours pour les enfants et les nourrissons, un combat dans lequel Son Altesse Sérénissime la princesse Charlène s'engage depuis plusieurs années. En sa qualité de vice-présidente de la Croix-Rouge monégasque, elle a personnellement souhaité renforcer cette sensibilisation en lançant officiellement un atelier de formation à destination des parents et du cercle familial. 2, 3, 4... En lien avec la Croix-Rouge, on va pouvoir proposer des ateliers qui vont durer 2 fois 2 heures et qui s'adressent non seulement aux jeunes mamans, mais aussi à l'ensemble de la communauté qui va prendre en charge le petit. Les grands-parents, la tata, le cousin qui va faire du babysitting. Et bien en fait, toutes ces personnes vont pouvoir être formées à ces premiers secours. Et évidemment, on en espère beaucoup plus de confiance de la part des parents et puis beaucoup moins d'accidents tant qu'à faire. Des ateliers nécessaires, car les accidents domestiques restent la première cause de mortalité infantile. On va apprendre par exemple comment réagir quand un bébé a du mal à respirer, s'il fait une fausse route, s'il tombe, puisque je vous ai parlé de la chute, s'il y a une brûlure, s'il se met à convulser, s'il saigne. Donc des gestes un petit peu basiques, avoir les bons réflexes pour les situations les plus fréquentes. Encadrées par des professionnels, ces futures mamans suivent déjà avec attention cette formation. À l'issue, elles sauront comment agir en cas d'urgence. Je trouve que c'est important en tant que future maman de savoir, de connaître les premiers gestes de secours sur un bébé et sur un nourrisson. Ça permet aussi de nous rassurer en tant que futurs parents de connaître ces gestes. Vous les connaissiez avant ces gestes? Alors je les connaissais surtout sur un adulte. Avec la formation de la Croix-Rouge que j'avais déjà faite, on le passe on apprend aussi sur les enfants. Mais c'est vrai qu'on oublie, donc là, au moment de l'arrivée de bébé, c'est important de revoir les gestes de premier secours sur le nourrisson. En formant les adultes à réagir vite et bien, ces ateliers participent à réduire les risques et à sauver des vies. Les premières sessions débuteront en octobre prochain. Voilà pour ce projet lancé par la princesse Charlène. Un homme à présent à l'honneur dans ce JT, un grand ami de la principauté qui vient tout juste de célébrer ses 90 ans. Il s'agit du docteur Alain Frère, conseiller artistique du Festival international du Cirque de Monte-Carlo. Il est l'un des grands artisans du succès de cet événement et ce depuis sa création. Hier, le prince Albert II et la princesse Stéphanie ont fait le déplacement à Tourette-Levens, près de Nice, pour fêter l'anniversaire d'Alain Frère. Un moment placé sous le signe de l'amitié et du partage. Reportage d'Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal. Le cirque a une place plus que particulière dans sa vie, une passion qu'il met au service de son pays de cœur, Monaco, depuis plus d'un demi-siècle. Alain Frère fait partie de ces hommes de l'ombre qui ont contribué à la légende du Festival international du Cirque de Monte-Carlo. Le 15 septembre, Alain Frère a célébré ses 90 ans, témoignage de cette longue et riche amitié avec la famille princière. Le prince Albert II et la princesse Stéphanie ont fêté son anniversaire à ses côtés à Tourette-Levens. Pour moi, c'est une journée de joie, c'est une énorme journée d'émotion.
lorsque vous avez le prince Albert et la princesse Stéphanie qui viennent amicalement, on peut le dire, fêter votre anniversaire chez vous, une visite privée d'abord, bon, c'est quelque chose d'exceptionnel. Au fil des décennies, le conseiller artistique du festival a récolté de véritables trésors. Il constitue aujourd'hui l'une des plus grandes collections d'art circassien d'Europe qu'il présente avec fierté à Tourette-Levens. Sa dernière exposition est un hommage à son ami, le prince Régnier III, qu'il a aidé lors de la création du Festival international du cirque de Monte-Carlo en 1974. Il n'y a pas d'État dans le monde qui cultive, on peut dire, le cirque, qui l'admire, qui ont la passion du cirque comme Monaco. Le Festival du cirque de Monte-Carlo est l'unique festival au monde qui a cette notoriété. Il l'a par la qualité de son spectacle, mais il l'a par la présence du prince et de la princesse. Lors de sa présence à Tourette-Levens, où Alain Frère a été le maire pendant 37 ans, le prince souverain a pu découvrir le riche patrimoine de cette commune de près de 5000 habitants. Notre village a plusieurs millénaires d'histoire et c'est important de le faire connaître. Et l'occasion aujourd'hui, cet anniversaire, de mettre en avant Tourette-Levens, une commune où beaucoup de monégasques, ou travailleurs monégasques habitent et puis se rendent pour travailler à Monaco. Donc il y a des liens très forts entre la principauté et ma commune. Et les liens ne s'arrêtent pas là. Au sommet de son rocher, le château-musée de Tourette-Levens répertorie 5000 espèces de papillons et d'insectes du monde entier, mais aussi des pièces un peu plus surprenantes. Une des salles du musée présente des animaux qui se trouvaient justement dans la ménagerie du prince Régnier. Donc en effet, il y a des animaux ici qui ont passé une partie de leur vie sur le rocher de Monaco, en effet. Ils ont été naturalisés donc, par monsieur Laurent Rébodingo, qui était proche puisqu'il faisait partie donc, de la police monégasque. Grâce à sa passion pour le cirque et sa fidélité, le docteur Alain Frère aura su créer un lien unique avec Monaco. Aujourd'hui encore, à 90 ans, cet homme discret et respecté continue de fédérer au service d'un art qu'il chérit plus que tout. Et la 48e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo se déroulera du 16 au 25 janvier prochain. La principauté était représentée à Nicosie à l'occasion de la 18e conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe. 2 jours de rencontres et de débats sur les grands défis de notre époque. Nous avons suivi la délégation du Conseil national conduite par son président Thomas Brezo. Reportage de Christinda Petit-Thomel et Lionel Bernardi. À Nicosie s'est tenue la 18e conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe. Une rencontre réunissant Chypre, Malte, Saint-Marin, Andorre, le Luxembourg, le Liechtenstein, le Monténégro, l'Islande et bien sûr Monaco, autour de 3 grands thèmes majeurs: l'intelligence artificielle, la démocratie participative et le rôle des petits États face aux crises internationales. Très impliqué dans cette conférence, Thomas Brezo a présenté un projet d'accord cadre global destiné à renforcer la coopération interparlementaire, une initiative qu'il juge essentielle pour parler d'une même voix, défendre leurs spécificités et accroître l'influence des petits États sur la scène interparlementaire internationale. Le principal objectif est d'instaurer une meilleure coopération entre les États, entre 2 conférences. Jusqu'à présent, les pays se réunissaient une fois par an et puis il n'y avait rien qui se passait entre 2 conférences. Là, nous souhaitons instaurer un secrétariat permanent qui puisse coordonner en fait les informations qui sont reçues de chaque État membre, avoir une meilleure coopération, notamment lorsqu'il s'agit de procéder à un vote qui concerne l'un des pays auprès d'une des instances internationales, et d'avoir une meilleure communication également sur la conférence et ses objectifs. On voit la place que prennent les instances internationales dans notre droit interne, la pression qu'elles exercent aussi sur nos parlements, ou sur nos gouvernements même. Et il est effectivement nécessaire d'avoir une meilleure coopération entre les pays pour qu'on puisse parler d'une seule et même voix, qu'on fasse connaître nos spécificités les uns les autres, et puis qu'elles puissent être prises en compte justement dans les prises de décision à l'international. Sous la proposition de mon homologue d'Andorre, Carles Ensayet, nous avons obtenu également la présence et l'instauration du secrétariat permanent en Principauté de Monaco. Donc ça, c'est une avancée majeure pour la Principauté, puisqu'on va pouvoir coordonner nous-mêmes ici
justement toute cette coopération, cette coordination et cet échange d'informations entre les 9 pays de la conférence directement depuis Monaco. En plus de sa participation au débat, la délégation monégasque menée par Thomas Brézot est composée de 7 membres, dont Jean-Louis Grinda et Fabrice Notari, a également pu échanger avec ses homologues sur des sujets stratégiques propres aux petits États d'Europe, car depuis leur accord de principe en 2006, les 9 États ont surtout coopéré de manière ponctuelle. Vous l'aurez donc compris, 20 ans plus tard, ils souhaitent formaliser cette coopération avec un cadre permanent comprenant un secrétariat, une communication commune et une coordination officielle de leur vote afin de renforcer durablement la voix des petits États à l'international. Enfin, la déclaration commune adaptée en clôture des travaux a réaffirmé quant à elle l'attachement des petits États aux valeurs démocratiques, aux droits humains et à l'égalité. Fabrice Notari a souligné qu'un multilatéralisme plus efficace et plus démocratique est aujourd'hui indispensable pour répondre aux crises mondiales. Vous le voyez, je suis devant des fils de fer barbelés et un bunker. C'est vraiment la preuve que le multilatéralisme est un point essentiel pour que les peuples puissent se rencontrer. Ici, nous sommes donc à Chypre. Nous sommes à la ligne de démarcation entre la Chypre grecque et la Chypre turque. Et donc, il est évident que les peuples doivent se rencontrer, doivent pouvoir discuter pour éviter ce genre de situation. La présidente du Parlement chypriote, Anita Demetriou, a pour sa part salué la contribution active de la délégation monégasque, preuve que les petits États peuvent jouer un rôle moteur dans le dialogue interparlementaire. So I need to say that Monaco, and as well as the other countries of small states that they are participating here, it's really important to invest in parliamentary diplomacy, and Monaco does a good work, and I think the message we need to pass to people is that in solidarity and through synergies we can confront any small and great challenges, and this is exactly the benefit of belonging in such sessions and forums like the Small State Conference. And delighted to hear about Monaco's initiative about institutionalize the Small States Conference. This is something we supported at Cyprus, we supported as presidents, and I think it's going to be ready. Et en marge de cette conférence, un moment fort, la rencontre avec le président de la République chypriote, Nikos Christodoulidis. C'est ainsi que se referme cet événement à Nicosie. La prochaine conférence des présidents de Parlement des petits États d'Europe aura lieu en 2026 en Andorre, où devrait être signé officiellement l'accord de coopération entre les 9 petits États d'Europe. La 13e édition du Monaco Business se tiendra au Sea Club du Méridien Beach Plaza ce jeudi. Ce salon dédié aux entreprises a été fondé par un entrepreneur bien connu en principauté. Et il est avec nous, Maurice Cohen. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, une 13e édition du Monaco Business. Alors, je sais que vous êtes un épicurien et probablement un amateur de bon vin. Quel sera, selon vous, le cru 2025 du Monaco Business? On est sur un bon cru, là? Oui, je pense qu'on est sur chaque année, on considère qu'on est sur un bon cru. Cette année, on a au niveau des conférences, des conférenciers de grande qualité, avec différents thèmes qui vont être abordés, puisqu'il y aura 5 conférences dans différents domaines, sur la santé, sur l'IA, sur le RSE, un certain nombre de domaines importants, la mise en avant de 3 entreprises de Monaco qui ont une expérience de 5 ans, 10 ans et 20 ans qu'on mettra en évidence, et puis une quarantaine d'exposants qui présentent leur matériel, leurs activités, et l'idée générale, c'est qu'ils puissent se rencontrer entre eux. Le concept, c'est de mettre en relation, de faire du business to business entre les entrepreneurs de Monaco et les différents exposants. Donc c'est le but. On reçoit à peu près 900 visiteurs qui viennent de Monaco et de l'extérieur. Donc et c'est une prise de contact, c'est des discussions. Et puis c'est également de participer aux différentes conférences. Ce qui est l'accès aux conférences et à la manifestation, c'est gratuit. Il faut simplement s'inscrire sur le site internet de Monaco Business.
pour participer à l'événement. Et quel est l'intérêt, selon vous, pour la principauté d'accueillir comme ça le Monaco Business? Ou autrement dit, pourquoi avoir voulu créer ce lieu d'échange et de rencontre? Ben écoutez, ça fait 13 ans qu'on l'organise. 99% des exposants reviennent chaque année. Donc on est même limité par la place. En plus, l'état d'esprit, c'était de réserver ce salon qu'à des entreprises monégasques, malgré les différentes demandes que l'on a de Sophia Antipolis, de Nice. C'est véritablement pour que les gens se connaissent mieux, qu'ils puissent se rencontrer et puissent discuter tranquillement pendant une journée, tout en ayant également l'accès à des conférences de grande qualité. Et justement, en dehors des conférences, par rapport aux exposants, qu'est-ce qui se passe avec ces exposants, avec ces rencontres? Il y a des contrats qui sont signés, ça parle de quoi? Ben, ça parle business, ça parle contrat, ça parle... Eh oui, ils sont là pour faire... Tous nos exposants sont là pour faire du business. Alors, ce n'est pas des contrats signés sur le salon, mais c'est des contacts intéressants qui développent après tout au long de l'année avec l'ensemble des entreprises qui viennent discuter. Je vous dis, à 800 entreprises qui viennent, c'est pas mal pour une journée de business. C'est ça, entre 800 et 900 visiteurs, qui sont en général justement les personnes qui viennent assister à ces conférences, qui viennent voir les exposants. Est-ce que c'est grand public? Est-ce que ce sont vraiment des entrepreneurs qui viennent de l'extérieur? Qui sont-ils en fait, ces visiteurs? Ce sont en général ou des chefs d'entreprise, ou des dirigeants, ou des cadres supérieurs qui viennent à cette manifestation, participer aux conférences, rencontrer les entreprises. Ça vient à 80% de Monaco, et puis 20% en dehors de Monaco, ça vient de Sophia Antipolis notamment, et de Nice. Alors, vous l'avez dit, il y a de nombreuses conférences avec des spécialistes qui tiennent ces conférences, j'imagine. Oui. Oui, il y a des spécialistes. Cette année, on a la joie d'avoir la participation d'un ancien secrétaire d'État du gouvernement français qui va faire une conférence sur l'IA, qui est M. Mounir Majoubi, voilà, qui est un ancien secrétaire et qui est spécialisé dans l'IA. Et puis on aura également Cyril Linette, qui est l'ancien PDG des PMU, ancien patron des sports à Canal+, et qui aujourd'hui vient d'être nommé directeur général des Jeux Olympiques d'hiver 2030. D'accord, donc... Et qui fera une conférence sur l'humilité et la résilience. L'humilité et la résilience, donc des spécialistes effectivement pour ces conférences. Le Monaco Business, 13e édition, ce jeudi 18 septembre, salon inauguré par le Prince Albert II le matin, suivi par de nombreuses conférences, comme vous l'avez dit, et c'est au Club du Méridien Beach Plaza. Maurice Cohen, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Le Monaco Economic Board a réuni ses membres pour le 54e rendez-vous des adhérents, un moment de rencontre et d'échange attendu par les entrepreneurs de la Principauté qui y voient un levier de développement. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Alex Avial. C'est un moment privilégié de rencontre et d'échange qui permet aux entrepreneurs et acteurs économiques de la Principauté de renforcer leurs liens, de partager leur expérience, de développer de nouvelles synergies. Le Monaco Economic Board a réuni ses membres, un rendez-vous devenu incontournable dans l'agenda économique monégasque. Un peu effrayé par le succès, hein. Il faut faire attention, il ne faut pas exagérer parce qu'on est là presque, on va toucher les 400 personnes qui sont là ce soir, dans le cadre au fond de notre mission en chambre de commerce, mais qui déborde d'une simple chambre de commerce, parce que les chambres de commerce ne font pas ce genre d'événement. C'est quelque chose qu'on a créé essentiellement à Monaco, l'exception, et je dirais qu'on ne peut être que content. Et je pense que si les gens ça augmente de fur et à mesure, le bouche à oreille doit y faire énormément, donc c'est exactement ce que l'on veut. Pour les entrepreneurs monégasques, le rendez-vous des adhérents du MEB est bien plus qu'une simple réunion. Ils y voient un espace stratégique pour élargir leur réseau, capter de nouvelles opportunités. Dans un contexte économique en constante évolution, ce moment d'échange régulier est perçu comme une véritable respiration, un outil concret pour renforcer leur ancrage local tout en gardant un œil ouvert sur l'international.
Nous sommes dans le domaine de l'IT, c'est une ESN et une agence digitale. ESN, ça veut dire que nous sommes une entreprise de services numériques. Nous sommes implantés à Monaco depuis 20 ans maintenant déjà. C'est le plaisir de rencontrer l'écosystème monégasque, ça c'est la première chose. Et puis après, ça nous permet aussi peut-être de proposer nos services. Voilà, c'est un microcosme économique très important, le MEB pour Monaco. Nous sommes l'agence Barnes Valéry à Monaco. Nous sommes donc dans l'immobilier depuis 8 ans. C'est un gros groupe avec qui on propose tout ce qui est gestion, transactions et location. Ça permet d'avoir un relationnel, ce qui est essentiel à Monaco. Ça permet effectivement de connaître tout le monde parce qu'on est beaucoup dans l'immobilier, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Voilà, donc c'est toujours un plus. Il y a toujours des bonnes interventions, d'apprendre plein de choses sur plusieurs sujets complètement différents. Très intéressant, effectivement. En clôture de ce 54e rendez-vous, le regard des adhérents se tourne déjà vers l'international avec une prochaine mission économique en Chine organisée par le MEB. Une nouvelle occasion de porter haut les couleurs de la principauté et d'ouvrir encore davantage le champ des opportunités pour les entreprises monégasques. Chaque jour, à 11h55 précise, de nombreux touristes se pressent sur la place du Palais pour les observer lors de la relève de la garde. C'est une de leurs nombreuses missions. La compagnie des Carabiniers du Prince organise en ce moment son concours annuel pour trouver de nouvelles recrues. Sarah Incari et Massimo Piantoni ont assisté pour nous à plusieurs épreuves. Ils sont 14, mais seuls 2 auront la chance de porter l'uniforme de Carabiniers du Prince. Ce lundi, la première semaine de recrutement a commencé avec 7 jeunes motivés qui se sont dès l'entrée mesurés à l'épreuve du Cooper, un test d'endurance qui consiste à parcourir la plus grande distance possible en 12 minutes. Et les candidats le savent, ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour Kevin, la phase de sélection a plutôt bien commencé. En parcourant 3400 mètres, cet Azurien a décroché un 20 sur 20. Ça fait assez longtemps que j'ai la connaissance des carabiniers. J'ai été dans le passé sportif professionnel et aujourd'hui pour moi ce serait une super manière de me lancer dans une nouvelle carrière avec plus de stabilité et des valeurs que je retrouve dans le sport et que je pense avoir en commun avec la compagnie. Honneur, fidélité et dévouement, la devise des carabiniers reflète parfaitement les valeurs fondamentales de l'unité militaire. Pour espérer en faire partie, les concourants doivent se mesurer encore à de nombreuses épreuves physiques et écrites, culture générale, expression orale et la fameuse dictée, souvent redoutée. C'est une épreuve qu'on redoute un peu tous. Ça remonte un peu au niveau scolaire, on n'a pas l'habitude d'en faire. Je viens de terminer mon BTS, donc c'est pas vraiment ce qu'on fait en BTS. Donc oui, j'ai un peu redouté ce moment-là, mais bon, c'est passé. J'espère que ça s'est bien passé. Et pour pouvoir passer tous ces tests, les candidats devaient répondre en amont à plusieurs conditions, bien qu'aucun diplôme ne soit exigé. Notamment la taille, l'âge, le fait d'être célibataire, sans enfant, de ne pas avoir de tatouage visible. Voilà, tous ces critères sont bien indiqués sur le site pour que les candidats puissent postuler. À l'issue, nous, on s'engage à contrôler l'entièreté des dossiers que nous recevons, toutes les candidatures, pour que les candidats puissent venir passer les tests à la caserne. Bien évidemment, vous comprendrez qu'il y a une présélection sur dossier qui est faite, parce que beaucoup veulent postuler, mais malheureusement, pas tout le monde est éligible. Après avoir été soumis à un examen médical, les 2 sélectionnés entameront en janvier une formation de 4 mois pour être opérationnels en mai, à l'approche du Grand Prix et assurer l'ordre public, mais surtout la sécurité de la famille princière. On embarque à présent à bord du Crystal Symphony, un bateau de croisière à quai à Monaco pendant quelques jours. Et à l'intérieur, aucun risque de dépaysement puisque l'on y retrouve une salle de casino conçue en partenariat avec la SBM, donc à l'identique du casino de Monte-Carlo. On vous en dit plus dans ce reportage signé Alban Jean-Jambre et Arnaud Imbert. Si en voyant ces images vous pensez être au casino de Monte-Carlo, alors c'est un pari réussi pour ce groupe de croisière. En réalité, nous sommes ici à bord du Crystal Symphony, un navire de croisière pouvant accueillir jusqu'à 700 passagers. Parmi les nombreuses offres de divertissement, cette salle de casino 100% made in Monaco.
Ce sont les équipes de formation du casino qui ont opéré sur le bateau. On a apporté tout notre savoir-faire, à la fois d'un point de vue technique et surtout au niveau de tous les codes. Ce sont à la base des employés de jeu auxquels nous avons apporté la Monte Carlo Touch. C'est vraiment ce qui est mondialement reconnu, c'est que n'importe qui de par le monde qui, quand il arrive dans nos salons de jeu, remarque qu'il y a une réelle différence, un savoir-faire, un professionnalisme que l'on ne retrouve nulle autre part ailleurs. C'est une première pour le groupe de la Société des Bains de Mer d'exporter son légendaire casino de Monte-Carlo en dehors de la principauté. Du jeton de blackjack à la couleur de la moquette, le moindre détail y passe pour se sentir comme à Monte-Carlo. The guests do love the experience coming here. We offer a slightly different version than the full Monaco experience. It's sort of a hybrid between the American style of play and the Monte Carlo style of play, but I think the guests really enjoy that experience. There's only one exceptional casino, and that is Casino de Monte Carlo. So when we decided to bring the casinos back, there was only one option really. It had to be SBM, and we're so pleased and privileged and proud that they decided that they would like to come and bring the Casino de Monte Carlo at sea. 2 navires de Crystal Cruise bénéficient aujourd'hui de ce partenariat avec la Société des Bains de Mer. En 2028, un 3e bateau sera lui aussi équipé d'un casino de Monte Carlo. Ce matin, au café La Rotonde du Casino de Monte-Carlo, l'AS Monaco Basket a lancé sa saison lors de sa traditionnelle conférence de presse de rentrée. Dirigeants, staff et joueurs y ont dévoilé leurs ambitions et leurs objectifs qui guideront le club cette année. Un reportage de Gaëtan Lebrun et Massimo Piantoni. La Roca Team lance sa saison 2025-2026. Après 3 finales la saison passée, dont une historique face à l'Olympiakos en Euroleague, le manager général Oleksiy Yefimov est revenu sur les ambitions pour cette nouvelle saison. In regard of the goals that we set for the future, you know, I'm not the person who will give bold statements, but I truly believe that the guys who are here, they are not only competitors, but they are winners, and they are here to prove that Monaco has everything to be competitive and to fight for the highest goals. Yes, unfortunately, last year, people may say that we end up without any title, but I think that being runner-up of EuroLeague is a huge achievement. Des ambitions partagées par le meneur et chouchou du public, Mathieu Strazel. Le but pour nous, voilà, c'est de continuer à progresser, surtout de rester une équipe, peu importe ce qui va se passer pendant l'année. On va vouloir dégager cet esprit d'équipe qu'on a et qu'on veut partager à nos fans. Et ouais, voilà, comme tout le monde le dit, le but c'est de gagner l'Euroleague, que ce soit à court terme ou à moyen terme. C'est vraiment le but du club. Et voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie et j'espère que c'est qu'une question de temps. Une conférence de presse marquée par les premiers mots de la recrue Nikola Mirotic sur les raisons qui l'ont poussé à rejoindre la Roca Team. I believe if you want to make history or you want to make some path, you can do it by first of all sacrificing yourself for the team, for the club, being professional, being disciplined, and especially winning. If you win, you make history. And I think this team is trying to build a legacy, but building legacy requires time, requires big effort, requires trophies. So you know, I believe that, and when I was looking at the team, I believe that I could be this guy, you know, to help them, and I'm happy and. Now it's not about talking much, it's about proving. So I hope that be able, me as an individual and then as a team, we can prove that we are ready to do it. La Roca Team lancera sa saison ce week-end avec la première édition de la Super Coupe, les 20 et 21 septembre à Paris dans l'enceinte de Roland-Garros. En bref, la Princess of Monaco Cup est de retour pour sa 4e édition. Cette compétition de golf se déroule ce lundi et mardi au Monte Carlo Golf Club, sans oublier en ce moment même le tir symbolique du 19e trou de golf sur la place du Casino, suivi de la soirée de clôture. Ce tournoi a réuni 18 équipes autour de célébrités au profit de la Fondation Princesse Charlène de Monaco.
En voile, l'Ocean Race s'est achevé hier avec la victoire de l'équipage Biotherm après une course de 5 semaines et 4500 milles nautiques autour de l'Europe. L'équipe Malizia de Boris Herrmann a pris la 3e place. Pour rappel, l'Ocean Race, c'est une course à la voile autour du monde en équipage et par étapes réservée aux monocoques. Cette compétition a lieu tous les 3 ans. Ce journal est terminé. Nous voulions rendre hommage à une célébrité qui nous a quittés aujourd'hui. Il a marqué plusieurs générations. Une légende du cinéma américain, Robert Redford, nous a quittés à l'âge de 89 ans. L'homme aux 2 Oscars et 6 Golden Globes. Il était venu en 2019 pour recevoir le prix spécial de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Les photos de fin de journal de Stéphane Dana sont consacrées à la rentrée de la Roca Team, ou plus précisément de la conférence de rentrée, avant le début des compétitions fin septembre. Juste après ces photos, la météo présentée aujourd'hui par Sarah Nkari. Ce journal est terminé. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. À demain. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, le soleil se fera discret demain. Au programme, pas mal de nuages, mais des températures qui restent agréables. 20 degrés pour la minimale, 25 pour la maximale, avec un ressenti pouvant atteindre 32 degrés. De quoi profiter encore de la plage. Pensez-y, ce mercredi, nous fêterons les Renaud, un prénom qui signifie le conseiller du prince. Et puis, comme chaque mardi, la météo de l'eau. Cette semaine, les sources de Monaco couvrent seulement 15 à 25% de notre consommation. Cela signifie que notre autonomie est limitée. Les bons gestes et les économies d'eau sont vivement conseillés. Belle soirée à toutes et à tous sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.